Merci beaucoup. J'espère qu'on m'entend bien. Merci beaucoup de me céder la parole. Merci également aux organisateurs de cette journée d'études, pour toute l'organisation évidemment, mais aussi pour l'accueil et toute la bienveillance dont vous faites preuve envers nous. Donc je vous remercie vraiment sincèrement. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler du cas du domaine privé du roi et plus particulièrement au regard donc, du thème renoncer. Et je vais questionner ici la faculté du roi ou la contrainte du roi à renoncer à son patrimoine au regard particulièrement à travers les écrits de la doctrine domaniale d'Ancien Régime que j'avais étudié à l'occasion de mes recherches de Master 2. Donc alors tout d'abord, en guise de propos introductifs, l'idée d'un domaine privé attribué au roi peut sembler contradictoire, particulièrement sous l'Ancien Régime où la conception du roi, comme l'incarnation de la couronne, est ancrée. La question du patrimoine du souverain paraît donc réglée, il est titulaire du seul patrimoine de la couronne avec laquelle il ne fait qu'un. Mais l'avènement du roi Henri IV au trône vient raviver la réflexion sur le patrimoine privé du roi. En effet, en 1590, Henri IV prend des lettres patentes portant que les biens qu'il possédait à son avènement ne seront pas joints au domaine de la couronne, selon l'intitulé de ces lettres patentes, mais au contraire qu'il entend conserver ces biens en propre par possession privée. Cette déclaration provoque inévitablement des réactions chez les acteurs et les penseurs du droit, parmi lesquels au premier chef, le procureur du roi Jacques de Laguelle, qui s'oppose à l'enregistrement de ces lettres patentes, au motif que le domaine de la couronne est l'unique domaine du roi, et donc que le monarque ne peut conserver des biens à un prétendu titre privé, puisque sa montée sur le trône a eu pour effet d'anéantir sa personnalité privée. Si la position du procureur Laguelle est suivie par certains domanistes, d'autres s'y opposent toutefois. La doctrine domaniale d'Ancien Régime est ainsi le théâtre d'un débat sur le principe, l'existence et la matérialité d'un patrimoine privé du roi. Alors cette nécessaire contextualisation faite, je peux désormais en venir concrètement au thème de cette journée d'études, renoncer. D'abord, l'actuelle édition du dictionnaire de l'Académie française définit renoncer comme le fait d'abandonner la possession, l'usage de quelque chose. Et c'est d'ailleurs une définition qu'on peut à peu près retrouver en ces termes dans une édition de l'Ancien Régime, puisqu'en effet l'édition de 1694 définit renoncer comme le fait de se désister des droits, des prétentions qu'on a ou qu'on pourrait avoir sur quelque chose. Alors bien que ni le verbe renoncer, ni le substantif renonciation n'apparaissent expressément dans les écrits de la doctrine domaniale d'Ancien Régime sur le domaine privé, on en retrouve pourtant bien l'esprit. En effet, en substance, la doctrine domaniale définit le domaine privé du roi comme le patrimoine possédé par la personne du roi antérieurement au domaine de la couronne pour les opposants au domaine privé ou parallèlement au domaine de la couronne pour ses partisans. Si ces deux patrimoines sont conceptualisés comme étant distincts, ils ne sont pas pour autant hermétiques l'un à l'autre. Les domanistes permettent effectivement des interactions se traduisant par l'amputation du domaine privé au profit du domaine public. Concrètement, les dépendances privées du roi peuvent, pour les partisans du domaine privé, ou doivent, pour ses opposants, faire l'objet d'une opération qualifiée d'union qui les fait quitter le domaine privé du roi pour intégrer le patrimoine de la couronne. Cette mutation implique donc la perte de la capacité de jouissance à titre privé qui bénéficiait jusqu'alors à la personne du roi. En se dépossédant en propre de ses dépendances privées, le roi renonce, dès lors, à toute revendication de cet ordre privé sur celle-ci. Or, cette division par essence de la doctrine domaniale que je viens d'évoquer se répercute inévitablement sur la façon de concevoir cette fameuse union, et particulièrement ici au regard du caractère libre, ou non, de l'union au domaine de la couronne, et par extension de la renonciation du roi à ses dépendances propres. Alors d'abord, pour les opposants au domaine privé du roi d'une part, le roi n'étant qu'un souverain titulaire d'un unique patrimoine public, il est contraint nécessairement d'unir ses biens privés à ce patrimoine public et ainsi d'y renoncer. Et c'est ce qui fera l'objet de mon premier axe. Mais pour ses partisans d'autre part, cette renonciation est au contraire un acte libre, puisque l'union au domaine public ne peut résulter que de la volonté du roi d'abandonner sa possession privée sur les dépendances concernées, et c'est ce qui fera ici l'objet de mon second axe. Alors, premier axe, comme je l'ai dit, c'est la contrainte de renoncer à ses biens privés. Donc, une première partie de la doctrine domaniale d'Ancien Régime, que j'ai évoquée, s'oppose donc à l'idée même d'un domaine privé attribué au roi. Leur démonstration se fonde sur la célèbre métaphore du mariage entre le roi et la couronne,
de laquelle il découle qu'à sa montée sur le trône, la personne du roi s'efface au profit de la nouvelle personnalité publique de souverain, désormais reconnue au roi. Mais si le monarque perd sa personnalité privée d'antan, il perd alors avec elle le patrimoine qui lui est attaché. Et le roi étant identifié à la couronne, son patrimoine ne peut effectivement qu'être pareillement identifié à celui de la couronne. Le roi devient de ce fait le titulaire de cet unique patrimoine public. Les domanistes de cette première doctrine tirent les conséquences de leur postulat s'agissant du devenir des biens du roi, avec d'une part les biens anciennement propres du roi, et d'autre part des biens nouvellement acquis par le roi. Alors d'abord, qu'en est-il des biens que possédait personnellement le prince avant qu'il advienne au trône ? Les auteurs sur cette question sont unanimes. En effet, selon les termes de Pierre de Bellois, tout ce qui appartient à Sa Majesté lors de son avènement est dû à la chose publique. Le prince unit tout ce qu'il a et le communique à la couronne son épouse lorsqu'il acquiert Icelle. Tous les anciens biens privés du roi sont considérés comme étant incorporés de plein droit, selon l'expression employée par les auteurs, au domaine de la couronne. C'est-à-dire que l'union de ces biens s'opère, comme l'exprime Cardin Lebray, ipso facto, sitôt que la couronne est échue au roi. Les anciens biens privés du roi s'unissant automatiquement au patrimoine public, l'avènement au trône a ainsi pour effet d'absolument détruire tout l'ancien patrimoine privé du roi. Ensuite se pose le cas cette fois des biens acquis par le roi en cours de règne. Et on constate ici que les domanistes sont davantage partagés sur la question. On a d'abord la majorité des opposants au domaine privé qui réservent le même sort que celui qu'ils réservent aux anciens biens à tous les acquis du roi en cours de règne, c'est-à-dire leur union automatiquement au patrimoine public dès leur acquisition cette fois. En effet, ces auteurs prenant l'unicité du domaine, c'est donc très logiquement qu'ils considèrent que tous les nouveaux biens privés du roi, sans distinction, quelle que soit leur nature ou leur mode d'acquisition, relèvent inéluctablement du patrimoine public, qui est encore une fois le seul qui existe pour eux. C'est le point de vue notamment adopté par Bosquet dans son dictionnaire raisonné des domaines et droits domaniaux, ou Paul-Charles Laury en note dans les mémoires sur les matières domaniales de Lefebvre de la Planche. Mais certains juristes de cette tendance cantonnent le champ d'application de cette union de plein droit au domaine de la couronne à seulement certains types d'acquêts du roi. Alors tel est le cas de Jean-Baptiste de Nisard ou Jacques de Varennes, pour qui l'union automatique au domaine de la couronne ne se fait que pour les biens qui lui adviennent à titre successif après qu'il est roi. Ou encore de Joseph-Nicolas Guyot, qui ajoute à ses biens successoraux les acquisitions faites par le roi à titre onéreux ou lucratif. Mais cette position est donc en réalité paradoxale, puisque si seuls ces types de biens sont unis de plein droit au domaine de la couronne, alors de quel patrimoine relèvent les dépendances acquises par le roi mais qui ne rentrent pas dans ces critères ? De façon assez prévisible, ces auteurs éludent cet aspect, puisque pour eux, comment admettre l'existence et la consistance d'un domaine du roi parallèle au patrimoine public, alors qu'ils en refusent le principe même ? Il reste qu'en tout état de cause, que ce soit pour les anciens ou pour les nouveaux biens du roi, cette première partie de la doctrine domaniale prône une union de tout, ou presque tout, ces biens au domaine de la couronne. Et on observe que finalement, pour ces domanistes, cette union s'opère par la réalisation d'une unique condition, à savoir l'avènement du roi au trône pour les anciens biens et l'acquisition pour les nouveaux biens du roi. L'incorporation au patrimoine public se fait donc automatiquement par la production d'un fait extérieur, sans la nécessité d'une intervention du roi en ce sens, et selon les termes de Bosquet, indépendamment même de la volonté du prince. Cette union de plein droit contraint ainsi le roi à cesser de jouir à titre privé des biens qu'il possédait avant sa montée sur le trône, et inhibe également toute faculté du roi en cours de règne d'acquérir et de disposer à ce même titre. En somme, pour cette première partie de la doctrine domaniale, le roi doit renoncer à tout domaine privé. Je vais donc désormais aborder le second axe, à savoir la liberté, cette fois, de renoncer à ses biens privés. Pour la seconde partie des domanistes, l'avènement du roi n'a pas pour effet d'anéantir son patrimoine privé, mais le fait coexister avec son nouveau patrimoine public. Cette doctrine de la dualité de patrimoine, cette fois, est empruntée à l'édit de Moulins de 1566, dont l'article 2 prescrit que, je cite, « Le domaine de notre couronne est entendu celui qui est expressément consacré, uni et incorporé à notre couronne, ou qui a été tenu et administré par nos receveurs et officiers par l'espace de 10 ans et est entré en ligne de compte. » En d'autres termes, ce texte prévoit que le domaine de la couronne se compose des biens qui ont été intégrés par l'un des deux modes prévus,
Le premier, qui est l'union expresse, par la prise d'un acte royal d'incorporation, et le second, l'union tacite, au moyen des conditions cumulatives citées dans le texte. On en comprend donc que le domaine de la couronne se compose uniquement des biens qui ont été incorporés par l'un de ces deux modes, et que ceux qui n'ont été soumis ni à l'un ni à l'autre en demeurent exclus. Alors, s'ils ne font pas partie du patrimoine public, ils subsistent nécessairement dans un autre domaine que les domanistes partisans identifient comme étant le patrimoine privé du roi. Alors, ces auteurs reprennent fidèlement les prescriptions de l'article 2 de l'édit Moulin que je viens de citer. Tout d'abord, s'agissant de l'union expresse, les domanistes reconnaissent, conformément à la définition légale, que le domaine de la couronne s'augmente d'un bien ayant fait l'objet d'une déclaration royale expresse d'incorporation. C'est ce qu'affirme notamment René Chopin, qui est un grand partisan du maintien du domaine privé au profit du roi, ou encore Louis Le Caron dans son commentaire de l'édit Moulin, qui reste très proche du texte. Quant à l'union tacite ensuite, les domanistes reprennent généralement les 3 paramètres fixés par l'édit de 66, à savoir premièrement l'administration confuse avec les dépendances du domaine de la couronne, deuxièmement par les agents du domaine, troisièmement durant un délai de 10 ans. Mais le manque de précision du texte se répercute dans la doctrine et on remarque alors qu'il y a en réalité autant d'interprétations que d'auteurs de ce texte, ce qui permet de douter de ce qui devrait être considéré comme ayant été effectivement incorporé au domaine de la couronne et à contrario comme subsistant dans le patrimoine privé du roi. Mais finalement, au-delà de ces modalités concrètes de chacun de ces deux modes d'union, on relève que les domanistes insistent sur leur philosophie commune, à savoir le caractère volontaire de l'action. Qu'elle soit expresse ou tacite, l'union au domaine de la couronne d'un bien privé du roi procède de la seule et unique volonté de celui-ci à y recourir, puisqu'elle est soit ordonnée par un acte royal d'incorporation, soit déclenchée, on le suppose, par ordre royal d'administration confuse avec les biens publics. Ainsi, sans intervention du roi en ce sens, l'incorporation des dépendances privées au patrimoine public ne saurait être ni réalisée ni commencée. C'est bien ce que Jean Domas suggère dans Le droit public lorsqu'il affirme que toutes ces sortes de biens acquis au prince en son propre demeurent dans cette nature, mais s'il les unit et incorpore au domaine de la couronne, soit expressément ou tacitement, ces biens changeront de nature. Le fait de la planche se veut, lui, encore plus explicite, puisqu'il estime que l'union au patrimoine public est bien conditionnée à l'intention du roi, selon ses termes, qu'il peut exprimer tant par la prise de lettres d'union expresse que par l'initiative d'une union tacite. Parce que, selon ses mots, cette union dépend bien plus de sa volonté que de la forme dans laquelle il lui plaît de la manifester. Dès lors, le roi peut librement décider d'unir tout ou partie de ses anciens biens privés ou de ses nouvelles acquisitions au domaine de la couronne, comme il peut toujours préférer en jouir en son propre. Encore une fois, ce sont les termes de Jean Domas. La renonciation du roi à disposer à titre particulier de ses biens est donc uniquement le fruit de sa volonté pour cette seconde doctrine. L'union et la renonciation qu'elle implique sont donc conçues dans la doctrine partisane comme le résultat d'une action commandée par la volonté intrinsèque du roi et non, comme l'affirment les opposants au domaine privé, opérée par la seule survenance d'un fait extérieur. Mais finalement, et on en revient aux propos introductifs, cette divergence dans la manière de penser l'union des biens privés du roi et la renonciation du roi qu'elle implique découle de la dissension doctrinale sur la façon de penser le roi lui-même. Les contradictions dans la réflexion sur le domaine privé du roi ne sont donc en réalité que le résultat de ce débat non résolu centré sur la qualification à reconnaître au roi. Je vous remercie de votre attention.